Il y a cette page dans son livre où Shahinez Daoud vient déposer une énième plainte contre son ex-mari. Il vient de la séquestrer et de la battre. Et le policier qui la reçoit a lui-même été condamné pour violence conjugale un mois plus tôt. C'est à ce moment-là, écrit Natacha Apana, que Shahinez Daoud a été totalement abandonnée. Elle en mourra. À ce jour en France, depuis le début de l'année, 135 femmes ont été tuées parce qu'elles sont des femmes par leurs compagnons ou leur mari. Ce livre ausculte la violence systémique, mais il donne aussi un visage et une histoire à ces femmes. Elles sont 3 dans La Nuit au cœur, elles sont 135. Natacha Apana est dans les midis aujourd'hui. Bonjour Natacha Apana. Bonjour, Et bienvenue, je suis vraiment ravie de vous recevoir dans les Midis de Culture. Alors, merci. on va y aller tout de suite. Lundi, vous avez reçu le prix Femina pour ce roman La Nuit au cœur, paru chez Gallimard. Un roman qui était en lice pour quasiment tous les grands prix de cette rentrée littéraire d'automne. Cette reconnaissance de vos pairs, quelle importance elle revêt pour vous? Hem, j'étais très contente et j'ai eu une impression, j'aurais aimé, distribuer cette joie qui m voilà, qui est apparue lundi sur chacun de mes livres. Ah oui. Ou traverser le temps comme ça et saupoudrer un peu de ces paillettes qui existaient lundi sur chacun de mes livres. Je crois que j'ai pensé surtout à mon chemin et au travail que je fais depuis, bientôt 25 ans. Donc en fait, ce prix, vous le prenez pour l'ensemble, en fait. C'est sûrement un peu ça, d'ailleurs. Je le prends pour ce livre-là. Je me dis que ce livre-là, à ce moment particulier et c'est un La Nuit au cœur est un livre à j'aime à penser il est à la frontière de plusieurs genres, à la fois l'écriture romanesque, l'écriture du jeu, l'écriture de l'impuissance, l'écriture, d'un du temps, parce Mhm. que c'est un livre sur le temps je me suis dit que, ce livre-là qui est aussi une exploration de l'écriture même, Mhm. l'ombre de l'écriture, c'était bien pour ça. Mmh. Alors, il faut le redire pour ceux qui ont peut-être un tout petit peu oublié, cette idée-là, c'est que le prix Femina, ce sont des femmes, hein, le jury, c'est 12 femmes. Le prix Femina, il a été créé au départ pour, s'inscrire en contre, le Goncourt qui était jugé misogyne et donc évidemment pour ce livre-là où vous racontez les destinées, les histoires entrechâssées de 3 femmes qui ont été, victimes, de violences de la part des hommes avec qui elles vivaient. Forcément, là, ça revêt une résonance très forte quand même. Oui, je comprends ce que vous me dites, mais vous savez, j'étais en finale du Femina, ça m'est arrivé. C'est vrai, Oui, bien sûr oui, en et 2016 quand déjà. le Femina a été créé, je crois que c'est un prix qui n'a pas récompensé de femmes pendant, voilà, pas pendant les premières années. Mmh. Elles ont attendu aussi. J'aime à penser que ce n'est pas un livre de genre et que ça n'a pas été récompensé pour son genre. Mmh. N j'ai pu discuter un peu avec, les membres du jury, pardon, et elles m'ont surtout parlé de la construction, de la manière, dont, les histoires, s'entrelacent, se sont tressées. Elles m'ont parlé de la langue et c'est important pour un écrivain Ah bien de sûr. ne pas exister par son genre et vous savez, il y a quelque temps, j'ai fait les rencontres pour le Goncourt des lycéens Mmh. et j'essayais de leur dire que ce n'est pas un livre de filles, pour les filles, que c'était un livre aussi important pour les garçons. Parce que dans toutes ces histoires-là, bien sûr, ce sont ces 3 femmes-là qui se retrouvent un jour à terre, mais elles éduquent des garçons. Les mères éduquent leurs fils et leurs maris sont des frères, sont des fils et sont des pères. Mmh. J'allais y venir justement puisque quand on participe à une rentrée littéraire, en France, ça signifie un tourbillon de rencontres. Alors effectivement, le Goncourt des lycéens est très important, Oui. souvent les auteurs nous en parlent, hein, pour les discussions, très 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 riches que vous pouvez avoir. Mais bien sûr, il y a toutes ces signatures dans des librairies, donc vous rencontrez, voilà, votre public et c'est une question que j'allais vous poser, on sait j'y reviens, pardon, mais on sait que, les hommes, quand ils lisent, ont tendance à lire des hommes, à lire des livres écrits par des hommes, ce qui n'est pas le cas des femmes, qui lisent tout genre confondu. Alors moi, je me demandais quel était le retour que vous aviez d'hommes qui ont pu lire votre livre? Merci pour cette question. J'en ai,
Je dirais, j'ai plus que je ne l'imaginais, parce que ce sont des histoires qui existent aussi dans des couples homosexuels comme hétérosexuels. Peut-être le témoignage, je peux peut-être le qualifier comme ça, c'est arrivé très peu de temps après la sortie de mon livre. C'est un libraire qui m'a écrit, c'est un homme qui doit avoir 40 ans à peu près, qui m'a dit qu'il a été battu par sa petite amie de l'époque pendant 5 ans et qu'il n'a rien pu dire et qu'il ne pouvait pas partir non plus parce qu'il n'arrivait pas à dire ça, qu'il avait été battu. Et quand j'ai travaillé sur ce livre, je sais que partir, c'est très Mmh. compliqué. Vous avez parlé au début de la plainte de Chahinez. Partir est compliqué, mais parler aussi est compliqué. De la part d'une femme, on peut entendre qu'elle a été battue par son mari. Vous imaginez un homme Mmh. entendre qu'il a été battu soit par sa compagne ou son compagnon. Donc il y a là plusieurs niveaux de prise de la parole, de maîtrise aussi de la parole et de la manière dont cette parole est reçue. Alors ce livre, il est particulier dans votre parcours d'autrice, puisque je l'ai dit, vous racontez 3 histoires et que une de ces 3 femmes, c'est vous. Vous l'écrivez comme ça d'ailleurs, c'est moi. Vous qui étiez très jeune à l'époque, ça va de vos 17 ans à vos 25 ans. On sent qu'il arrive donc, de loin. À quel moment, une histoire personnelle passe à quelque chose qui peut devenir l'objet d'une écriture? Mmh. Vraiment. Hem, Écoutez, je je crois que je n'ai jamais, avant la mort de Chahinez, Mmh. avant ce qui a été dans les premiers jours pour moi aussi un fait divers, avant ça, je n'ai jamais pensé à écrire sur mon histoire. Mmh. J'ai toujours été très curieuse, obsédée même, on peut dire, avec les années, par les rapports inégaux qui existent entre êtres humains, la manière dont j'allais dire un écrivain, la manière dont un être humain a servi un autre. Peut-être parce que je viens d'une île qui a connu la colonisation, l'esclavage, l'engagisme, qui connaît le communautarisme, et je sais ce que c'est vivre dans un enfermement à la fois géographique, culturel, climatique. Et je sais ce que c'est ne pas pouvoir sortir, ne pas pouvoir s'extraire, ne pas pouvoir rêver en dehors de ces cases-là. Donc j'aime à penser que tous mes livres, avant La nuit au cœur, étaient ça. Oui. Mais j'ai une observation quand même très particulière, j'ai toujours eu de la violence. Et c'est à partir de la mort de Shahinez Daoud qu'il y a eu que je me suis dit que peut-être, avec tout ce temps, avec l'expérience de l'écriture et une sorte de sédimentation avec mon expérience personnelle, que ce qui m'était arrivé, je pourrais l'observer, le comprendre à la manière d'un écrivain avec la langue. Mmh. Comment la langue est à l'épreuve de cette violence, et c'est ainsi qu'il est devenu matière littéraire. Mmh. Il y a donc, l'histoire de Shahinez Daoud, on l'a dit, qui a été, tuée par son ex-mari, l'histoire de votre cousine Emma, écrasée par son mari, et votre histoire, vous, la seule survivante comme vous dites, qui avait été, dans la spirale de la violence, battue par votre compagnon. Quand vous avez comme ça compris, comme vous le dites, que vous pourriez peut-être par l'écriture, approcher cette histoire et en faire quelque chose. Quelles étaient les questions, qui vous habitaient au moment de rapprocher ces 3 histoires? Hem, je peux peut-être vous dire ce dont, j'avais conscience. J'avais Voilà, est-ce qu'il y avait conscience, une intuition, par exemple, au oui, début? Voilà. et il y avait je savais que j'allais écrire un livre sur le temps, Mmh. et il n'y a pas d'autre endroit que dans un livre littéraire où le temps se contracte, le temps devient élastique. Je savais que j'allais écrire sur le temps de Chahinez, qui était ce temps du fait divers, ce temps cacophonique avec plusieurs voix qui se superposent. Je savais que j'allais écrire sur le temps d'Emma, qui, elle, était complètement effacée de la mémoire de ses enfants, de sa mère, même de manière tangible, il ne reste qu'une photo d'elle. Mmh. Et je savais que j'allais écrire sur mon propre temps, à l'épreuve de ma propre langue. Ça, je savais. En revanche, je n'avais aucune idée de la traversée qu'a représenté euh, le fait d'attendre.
J'ai beaucoup attendu. J'ai attendu que retombent toutes ces voix autour de Shahinez Daoud. J'ai attendu que ses parents veuillent bien me reconnaître, me rencontrer, peut-être me reconnaître aussi, Ouais. me reconnaître dans ma sincérité et mon authenticité. J'ai attendu souvent dans sa maison, comme si sa maison allait me dire quelque chose. Parce que dans l'écriture, il y a le vocabulaire, il y a la syntaxe, il y a les mots, mais il y a aussi les images qu'on veut infuser dans un livre. Et sa maison, pour moi, j'avais l'impression qu'elle détenait un secret que je n'ai pas pu percer d'ailleurs. Et je pense que c'est parce qu'elle a été brûlée. Mmh. Et que toutes ces femmes, dans ces histoires de violence-là, il y a des parallèles. Le premier parallèle, c'est l'étranglement. Le deuxième, c'est le feu. Mmh. Les hommes tentent à effacer avec le feu la présence à la fois de leur femme, mais également la présence du foyer dans ce qui représente de plus doux, de plus familial et de plus intime. Quand est-ce que vous avez réalisé ça justement qu'il y avait, un système à l'œuvre? Vous le saviez aussi, ça faisait partie de l'intuition? Non, je ne le savais Ah oui. pas. Je ne le savais pas du tout. Quand j'ai compris que Shahinez avait été étranglée, je me suis dit: «Ah tiens, moi Mmh. aussi», et ensuite j'ai beaucoup lu. Il y a des enquêtes qui ont été faites sur des violences conjugales au Canada et aux États-Unis, et quand on lit, heu, malheureusement les faits divers, il y a toujours des signes, Mmh. et souvent le signe, c'est l'étranglement. Et il y a, comme je parlais d'images tout à l'heure, je pense à ses mains autour du cou. Et qu'est-ce que c'est que le cou? C'est une partie tellement fragile, heu, qui semble même friable quand on le touche, et c'est la partie d'où sort la voix, VOIX. Donc on ne peut plus parler, on ne peut plus dire, on ne peut plus occuper l'espace. Ce qui est commun aussi à ces 3 histoires, et ça donne le titre de votre livre, c'est la nuit et la course dans la nuit. Mmh. Puisque c'est le cas des 3 femmes, qui sont dans ce livre, qui à un moment donné, sont toutes en train de courir dans la nuit pour échapper à ce que vous décrivez comme un prédateur. Et d'ailleurs, je vous cite, vous dites: «Au début, il décrit de longs cercles concentriques d'observation, suivis de charges frontales et d'approches croisées». C'est de la chasse. Oui, l'extrait, que vous avez lu là, c'est dans un chapitre qui s'appelle «Habitudes comportementales». Je cherchais, quelque chose parce que je cherchais un mot précis, et je suis tombée sur cet article-là qui décrit en réalité la manière dont un requin Voilà. vous approche, et je n'ai cessé de penser quand j'écrivais ce livre combien nous, êtres humains, nous allons puiser dans le vocabulaire du monde animal pour qualifier notre propre comportement prédateur, proie, chasse. Et je vous assure, j'ai essayé de trouver d'autres Mmh. mots que domestication, que dressage, qu'asservissement, qui sont des mots vraiment du pouvoir, qui sont des mots réservés à la chasse, comme vous l'avez dit. Mais je n'ai pas trouvé. Et je me dis que ça dit quelque chose de nous quand même, quand nous devons aller puiser dans un vocabulaire de la chasse, un vocabulaire de la mise à mort pour décrire ce que nous faisons. On n'imagine pas à quel point c'est dur de sortir des violences. On n'imagine pas à quel point les violences, c'est un système qui déchiquette, qui détruit, qui décompose, qui vient comme ça vous morceler en petits morceaux et qui fait que vous n'êtes plus celle que vous auriez dû être et que vous êtes autre, vous vivez en absurdie. Plus rien n'a de sens. Vous subissez là où vous devriez être en sécurité chez vous le risque le plus accru. Vous y subissez les violences parfois les plus innommables par celui-là même qui est censé être votre objet d'affection et votre compagnon. Ça n'a aucun sens que de vivre ça. Et encore une fois, ça rend les choses totalement absurdes avec des phénomènes d'habituation aux violences, des femmes qui s'éteignent, qui vivent des heures grises, qui finalement ne le réalisent même plus. Et c'est l'extérieur qui devient un danger. C'est-à-dire que c'est le fait de ne plus savoir où est leur agresseur, le fait de ne plus savoir ce qu'il potentiellement va pouvoir faire et leur arriver. J'ai des femmes qui me disent « Je préfère rester à la maison parce que moi je sais ».
Je sais ce qui va se passer, je le connais, je sais quand il va rentrer en crise, je sais quand les coups vont pleuvoir, je sais quand les enfants risquent de subir des coups, je peux être là pour protéger mes enfants le cas échéant. Voilà, c'était l'avocate Anne Bouillon qui est spécialisée en droit des femmes. Elle était dans À Voix nue sur France Culture en février dernier. Et cette question qu'elle aborde de rester, de tenir dans une relation qui détruit, vous l'abordez, et notamment dans ce chapitre qui s'appelle Incassable, que je trouvais très intéressant, cette espèce de choses irréconciliables presque. C'est-à-dire que le fait de résister à la violence donne une sorte de force dont il va falloir se départir pour partir. Exactement. Je crois que ces femmes, et moi aussi j'ai eu l'expérience de cela, euh, s'habituer à la violence, c'est donner naissance à une autre partie de soi, comme un fantôme de soi, une partie qui sait ces choses-là, Mhm. qui sait ce qui va mettre en colère, qui sait que dire, comment rester tranquille, quand dire, que faire. Et cette partie-là, elle grandit aussi, tandis que l'autre, public, social, s'amenuise peu à peu. C'est une partie, moi, euh, à laquelle j'ai fini par m'attacher, Mhm. que j'ai fini par aimer aussi, et qui fait partie de moi. Et pendant longtemps, j'ai cru que c'était la partie la plus faible, mais j'ai compris que c'était la partie la plus forte. Parce que c'est la partie qui nous permet de continuer à vivre, de se lever le matin et d'avoir la force de cela. Et je sais que quand moi je suis rentrée chez mes parents, j'étais jeune, j'avais eu l'impression que cette partie-là m'appelait. Mhm. Et qu'elle était restée dans cette maison, qu'elle était restée dans cette voiture où il m'avait fait faire le tour de l'île. Et, et j'avais tellement envie de la retrouver. Mhm. Peut-être que c'est ça le fantôme de mon écriture. Par l'écriture, j'essayais de retrouver sa force, sa résistance et aussi son extra-lucidité. Ces femmes-là savent. Et c'est pour ça, souvent, les gens autour des femmes et des hommes qui connaissent la violence ne comprennent pas pourquoi elles ou ils reviennent. Et en réalité, on revient parce on se sent beaucoup plus en sécurité en face de lui que hors de lui. Hors de lui, on ne le voit plus. Mhm. On ne sait plus comment il réagit. Et peut-être que là aussi, c'est un parallèle avec le monde animal. Mhm. Parfois, il faut regarder celui qui vous attaque vraiment bien pour qu'il se calme. Il y a cette volonté aussi manifeste de faire exister ces femmes-là en dehors de leur statut de victime et de morte surtout. C'est-à-dire que Oui. vous expliquez que, notamment pour Shahinez et votre cousine, elles ne sont connues que dans leur mort finalement. Oui, c'est une mort qui est si violente, si barbare. Et finalement, dans une sorte de ressassement, vous avez parlé, il y a 135 cas aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, c'est terrifiant, c'est accablant pour la société moderne dans laquelle nous vivons, c'est accablant pour nos filles, nos sœurs, pour nos pères, pour nos frères. Mm. Et pourtant, ça revient. Et ce qui m'intéressait, c'est que ces femmes-là n'existaient que par cette mort-là, parce qu'elle était si terrible. Et tout ce qu'elles avaient nos grains à nous, nos désirs, nos parts d'ombre, notre envie de faire autre chose, la manière dont nous aimons le rose plutôt que le bleu, les paillettes plutôt que le gris. Et c'est ça que je voulais dire. Je voulais aller vers leur vivance. Je sais que c'est un mot qui n'existe pas, mais On voit bien ce que vous dites. voilà, vous Leur voyez, peau, leur odeur. leur chair, Ouais. de dire que non, ça ne s'est pas éteint à ce moment-là, ça ne devrait pas s'éteindre à ce moment-là, et que surtout, ce n'est pas seulement le rôle des familles de se souvenir de ces femmes-là comme ça, c'est notre rôle à tous, nous écrivains bien sûr, mais nous aussi, comme faisant partie de la cité. Alors Natacha Pana, on a de la chance parce qu'on va pouvoir entendre vos mots et votre voix. Vous avez accepté de nous lire un passage de La Nuit au cœur. On vous écoute. Entre cette première fois et la dernière fois, l'esprit, le cœur et le corps s'effritent
morceau après morceau. Et peut-être que si toutes ces années pouvaient être constituées tel un grand linge raccommodé, alors je ramasserais chaque bout abandonné de moi-même en suivant une chronologie des années, des humiliations, des maisons, des sentiments, et je découvrirais à nouveau ce à quoi je pensais, les rêves auxquels j'aspirais, la femme que je voulais devenir. Peut-être que si le récit pouvait s'écrire dans une vérité entière, sans oublier la complexité, le contexte, les points de vue, il offrirait une encyclopédie de perspectives sur la violence et l'emprise dans un couple. Mais ici n'est pas le lieu des archives, de la statistique, de la clairvoyance, de la justice. Ici est un monde de monceaux, de bribes, de mémoires, de souvenirs, d'affects. Ici subsiste le souffle des rêves, le grain des peaux, le sel des larmes, l'épaisseur des nuits et le goût du temps. Ici se côtoient la vie et la mort, le passé et l'avenir, le possible et l'inimaginable, les fantômes et les vivants. Mis bout à bout, cela forme un artefact. Merci beaucoup, Natacha Appanah. Cet extrait que vous venez de lire, pour moi, il fait écho à ce que vous répond la mère de Shahinez Daoud quand vous dites que vous voulez faire un livre. Elle dit un livre, ça sert à quoi un livre? Et c'est ça, en fait, vous écrire, votre réponse, c'est le livre, c'est dire l'impossible, dire l'inimaginable. Mais je pensais la même chose, vous savez, quand Oui. j'ai été les voir, je me suis dit, mais l'indécence de ma proposition, de ma démarche, je souhaiterais lire un livre, je souhaiterais écrire un livre. Je me suis dit, mais s'il décidait de me mettre à la porte, je l'accepterais parce que ça semble tellement incroyable de venir dire ça à des parents qui ont perdu leur fille dans des circonstances pareilles. Et tout au long de ces dernières années où j'ai travaillé sur ce livre, tout au long de l'écriture aussi, qui a duré de longs mois, je, je pensais à ça, à quoi ça sert. À quoi ça sert un livre? Surtout, je l'ai pensé de manière assez triste parce que, à force de travailler sur ces femmes-là qui sont mortes, à un moment donné, j'ai cru qu'elles étaient vivantes. Mm. Comme si j'avais fini par croire que l'écriture pouvait renverser l'inexorabilité du passé, de la vie qui est passée. Et je me souviens que quand je suis arrivée au chapitre où je devais écrire la mort de Shahinez, j'ai commencé à tourner en rond, Mm. à me dire mais peut-être que je peux, comme dans une fiction, prendre un autre chemin. Mais non, il fallait dire qu'elles étaient tombées, ces femmes-là. Ce qui est intéressant, il nous reste peu de temps, mais j'aimerais bien qu'on aborde ça. C'est justement tous ces doutes que vous avez, cette question de tourner en rond. Vous l'écrivez, vous nous expliquez où vous en êtes tout au long du livre. Pourquoi vous avez tenu à cette proximité comme ça et à partager autant avec le lecteur? Tout à l'heure, vous avez parlé d'intuition et on ne dit jamais assez, même quand on travaille des années sur un livre, combien il y a une part d'intuition. Et ça, c'était une contre-intuition. Quand j'ai commencé à faire ça, je me souviens, j'ai commencé à le faire quand j'ai raconté la première fois que j'ai été chez l'homme avec qui je resterai pendant des années. Je savais qu'il fallait que je raconte le corps et je ne le voulais pas. Mhm. Et parce que je ne le voulais pas, j'ai utilisé ma béquille adorée, permanente, qui est le mot. J'ai avancé mot à mot. Et je me suis dit: «Ah tiens, c'est étrange que je raconte comment j'écris». Mhm. Et plusieurs fois, je l'ai fait et je me suis dit: «À la fin du livre, comme je n'ai pas peur du retravail, je vais enlever toutes ces parties-là. Je vais éclaircir». Mais plus j'avançais, plus je me suis rendu compte que j'écrivais à la fois le livre et à la fois le fantôme de ce livre. À la fois ce livre et à la fois l'ombre projetée du livre. Et que dans le questionnement, il y avait aussi une exploration de la langue qui permettait soit d'affiner, soit d'épaissir quelque chose. Parce que finalement, ce qui m'intéresse moi, c'est la chair, c'est la condition humaine. Et mettre tout ça dans un livre, c'est mettre aussi le doute et l'impossibilité du langage. Mhm.
On va finir avec ça, mais moi, je ne peux pas m'empêcher, en lisant votre livre, de me demander, presque à chaque fois, chaque page, qu'est-ce que ça vous a fait de l'écrire, ce livre, Natacha Apana? Hem, je vais peut-être vous surprendre, c'est peut-être le livre, quand j'écris un livre, je fais toujours plusieurs versions Ouais. et là, comme mes autres livres, j'ai attendu la première phrase qui est, «Ils ne sont pas entièrement mauvais» Mmh. et à partir du moment où j'ai eu cette première phrase, je l'ai écrit parfois dans le chagrin, mais dans beaucoup de calme et il y a eu des moments très joyeux quand j'arrivais à saisir quelque chose, mais je pense aussi que c'est parce que j'arrivais à comprendre. C'est parce que j'arrivais à saisir, mais ah oui, la noirceur vient de là, la violence vient de là. C'est une sorte d'observation très particulière et je crois que ça m'a fait du bien, mais ça n'a pas, hem, réparé, Mmh. enfin, vous savez, on m'a souvent posé cette question, mais ici, ce n'est pas la place de la réparation. Mmh. C'est la place d'une observation particulière, c'est la place, parfois d'autres questionnements et en terminant ce livre, je sais que j'ai encore d'autres choses, que je voudrais explorer. Merci beaucoup, Natacha Merci à Apana. vous. Merci d'être venue dans les Midis de Culture pour nous parler de La nuit au cœur, votre roman paru chez Gallimard, je le rappelle, prix Féminin. Encore toutes nos félicitations. On était très heureux de vous recevoir dans les Merci de Midis de m'avoir reçue. Culture.